financer sa campagne électorale de 2007 par le colonel Kadhafi, mort dès le début d'une guerre lancée par qui ? Par la France. Des millions d'euros, dont 6 années d'enquête, mettent désormais à jour les circuits bancaires opaques ou plus simplement les porteurs de valises en petites coupures. 6 années d'enquête retracées en 400 pages par 2 journalistes qui non seulement cartographient cet effrayant système, mais aussi tout ce qui a été mis en place au niveau policier, judiciaire et médiatique pour freiner l'investigation, pour étouffer l'affaire. C'est le fil que l'Instant M a choisi de tirer pour vous ce matin. Comment la presse a été instamment priée de s'écraser. L'Instant M. Sonia De Villers sur France Inter. Lui ne s'écrase pas, c'est bien pour ça qu'on lui ouvre notre micro. Bonjour Fabrice Arfi. Bonjour. Votre livre, avec les compliments du guide Sarkozy-Kadhafi, l'histoire secrète, paraît aujourd'hui chez Fayard. Vous l'avez écrit avec votre confrère Karl Lasque et vous êtes tous les deux journalistes à Mediapart. De toutes petites infos dans l'actu des médias ce matin et on s'y met. Une info donnée par nos confrères de Libération, le parquet de Paris a ouvert une enquête concernant un détournement de fonds à valeurs actuelles d'un montant de plusieurs millions manifestement. On savait depuis hier que son propriétaire, le groupe Valmonde, avait porté plainte pour abus, escroquerie et usage de faux à l'encontre d'un cadre du journal. Nouvelle édition des Inrecuptibles et cet édito après la couve sur Bertrand Cantat, on vous en a parlé, qui a fait couler tant d'encre. Je cite, nous ne campons pas sur nos positions, nous ne faisons pas preuve d'arrogance, peut-on lire en couverture. La souffrance qu'a pu engendrer cette couverture nous a profondément touchés. Il était impossible de ne pas en tenir compte. À ceux qui se sont sentis blessés, nous exprimons nos sincères regrets, disent les Inrocs ce matin. Voilà, l'histoire qu'on vous raconte, ce n'est pas 12 hommes en colère, mais 12 hommes en ligne de mire, 5 responsables français, Dominique de Villepin, Brice Hortefeux, le diplomate Boris Boyon, Claude Guéant et Nicolas Sarkozy, bien entendu, 5 officiels libyens et 2 intermédiaires, Ziad Takieddine qui attend son jugement aujourd'hui et Alexandre Djouri qui se cache quelque part en Algérie manifestement. Ziad Takieddine témoigne face caméra sur le site de Mediapart, souvenez-vous. Est-ce que vous rencontrez M. Sarkozy? Oui. Et la valise? Il me parle. Et qu'est-ce qu'on fait à propos de ces infirmières là? Vous parlez des infirmières, c'est tout. Bulgares. La valise, est-ce que vous l'avez posée dans cet appartement? Ah, posée, toujours, contre le mur. Est-ce que M. Sarkozy vous a vu déposer cette valise contre le mur? Bien sûr. Est-ce que M. Sarkozy sait pourquoi vous déposez cette valise? Est-ce qu'il est au courant de ce qui est à l'intérieur? Bien sûr. Oh. Quelle responsabilité donnez-vous à M. Sarkozy dans ce que vous appelez, vous, cet état mafieux? La tête. La tête. Voilà, 5 millions d'euros. 5 millions d'euros convoyés personnellement par Ziad Takieddine. Alors, dans ces 12 hommes en ligne de mire, les uns n'ont jamais été mis en examen, les autres ne sont pas encore jugés. Donc, à ce jour, les personnes que nous allons citer sont toutes présumées innocentes. Vous prenez cette précaution en début d'ouvrage, on peut la prendre en début d'émission. Absolument, qui est une précaution juridique, mais qui n'empêche pas de regarder les faits tels qu'ils sont. Exactement. Nicolas Sarkozy n'a même jamais été inquiété dans ce dossier. Débat des primaires de la droite. Souvenez-vous, vous allez voir, ça va donner le ton à toute cette émission. Vous en avez vous-même parlé hier soir, Nicolas Sarkozy. Avez-vous, oui ou non, reçu de l'argent liquide de Libye pour financer votre campagne de 2007, comme l'a affirmé l'intermédiaire Ziad Takieddine, alors pas seulement dans les médias, mais à la justice française hier aussi? Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Vous en avez parlé vous-même hier soir. Honte. Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison, qui a été condamné à d'innombrables reprises pour diffamation, et qui est un menteur. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. C'est une honte. Donc, la justice n'a manifestement pas eu honte, elle. Elle a entendu Takieddine et l'a mise en examen. Le ton est donné, je le disais, Fabrice Arfi est mon invité pour ce livre avec les compliments du guide qui paraît chez Fayard. Pendant 6 ans, tout élément sorti au grand jour et qui inculpera directement Nicolas Sarkozy ou son entourage sera systématiquement disqualifié. 6 années d'enquête, c'est extrêmement long, Fabrice Arfi, 6 années d'enquête. Pourquoi est-ce que ça n'a pas abouti? Pourquoi est-ce que personne jusqu'à présent n'a été jugé, tout simplement? Oui, en fait, on est comme à chaque fois dans une enquête, et celle-là peut-être plus que les autres, parce qu'au-delà de l'argent, elle touche des questions géopolitiques qui vont jusqu'à la guerre. Nous sommes face à un puzzle dont il est fastidieux, long, pénible, parfois dangereux de recueillir toutes les pièces. Ça, c'est pour le journalisme. Pour la justice, il faut bien prendre conscience que nous sommes dans une situation d'indignité française en termes de d'indignité française en termes de lutte contre la corruption. Parce que si l'on prend l'exemple de cette affaire, l'affaire dite du financement libyen, il n'y a pas un juge
détaché à temps plein sur ce dossier. Il n'y a pas un procureur détaché à temps plein sur ce dossier. Il n'y a pas un policier détaché à temps plein sur ce dossier. Ceux qui pensent qu'en France, il y aurait dans des locaux secrets à Paris 15, 20 policiers sous l'autorité d'un procureur et d'un juge qui ne font que ça pendant des mois, voire des années, parce qu'il faut enquêter dans des dizaines de pays, c'est pas que en France. La corruption, c'est pas un chèque endossé par M. Sarkozy, signé par M. Kadhafi, ça n'existe pas. Mais malgré tout, grâce à de l'indépendance, du courage et une force de travail exceptionnelle, ils arrivent à avancer. Et pour l'instant, le dossier a été ouvert en 2013, nous sommes fin 2017, il y a déjà des gens mis en examen, Zia Takedine, vous l'avez dit, Claude Guéant, vous l'avez dit, un personnage saoudien qui apparaît un peu comme un rideau de fumée dans les financements, mais l'enquête n'est pas terminée, et donc il va peut-être, probablement, nous verrons se passer des choses dans les semaines et les mois qui viennent. Alors la justice, évidemment, conservera des doutes jusqu'au terme du procès. Vous, journaliste, vous n'avez plus aucun doute? Disons qu'avec Karl Lasquet, on a passé 6 années à enquêter en France et à l'étranger sur cette affaire. Et c'est vrai que nous n'avons pas écrit 800 000 signes et un livre de 400 pages sur cette affaire pour dire que nous avons des doutes. Non. Très, très, très clairement, nous sommes face à une affaire hors norme, qui n'est pas comme les autres. Pourquoi? Parce qu'à la corruption vient s'ajouter aujourd'hui la guerre dont nous démontrons, je crois, dans les livres, qu'elle a été déclenchée sur la foi de fausses informations. Toute proportion gardée, l'histoire libyenne est à la France ce que l'Irak a été aux États-Unis. Comme on dit outre-Atlantique, big lie, un grand mensonge. Et donc, la question du livre, c'est de mettre en rapport deux événements. L'accueil inouï que la France a offert à Kadhafi en décembre 2007, aucune autre démocratie n'a offert ça dans ces circonstances-là au dictateur, dont on ne voulait pas voir qu'il était un dictateur à l'époque. On lui vendait des armes, du matériel d'espionnage, on prenait son argent. Et 3 ans et demi seulement après, 3 ans et demi après, la guerre, la fureur et son assassinat. Alors on écoute les mots et la voix du colonel Kadhafi que nous avons fait traduire. C'est moi qui ai aidé Sarkozy à prendre le pouvoir. Je lui ai donné de l'argent avant qu'il ne devienne président. Il est venu ici, il m'a rendu visite sous ma tente quand il était ministre de l'Intérieur et m'a demandé de l'aide. Selon moi, il a un problème mental. Et vous consacrez un chapitre entier à la mort du colonel Kadhafi, Fabrice Arfi. En tout état de cause, quelle que soit la personne et quelle que soit la raison pour laquelle on a tiré, il ne fallait plus que le colonel Kadhafi puisse parler. Absolument. Il n'y avait que 2 solutions, que 2 issues possibles pour Kadhafi, c'est mort ou mort. Voilà. C'est mort ou mort. Mort ou mort. Et c'est ce qui s'est passé. C'est un avion français qui bombarde le convoi, qui disloque les 40 ou 60, les chiffres varient, de 4x4 qui s'enfuit de la ville de Sirte, où est né Kadhafi en octobre 2011. Où sont présents le dernier jour de sa vie de très nombreux Français. Voilà, au sol, contrairement à la légende de gouvernement français de l'époque, il y a des forces spéciales au sol. On connaît les scènes de Kadhafi qui se fait lyncher, qui est récupéré dans le tuyau, etc. On ne sait pas, et personne ne sait, peut-être certains à l'abri du secret défense le savent, on ne sait pas comment il est mort précisément. On sait qu'il a été exécuté, on ne sait pas qui a tiré. Mais au fond, pour moi, peu importe. Nous avions les moyens d'exfiltrer cette personne. On aurait pu l'amener devant la Cour pénale internationale qui le réclamait. Qu'on le laisse se faire tuer par des gens qui ont souffert de sa dictature épouvantable, ou que nous-mêmes ou d'autres ayons appuyé sur la gâchette, au fond, cela ne change rien. Kadhafi ne peut plus parler aujourd'hui. Voilà, mais des responsables du gouvernement de transition vous l'affirment dans le livre. Vous l'affirment, c'est-à-dire la menace de révélation du scandale de ce financement de la campagne de 2007 par le colonel Kadhafi pèse très très lourd dans le soupçon de la France d'avoir voulu liquider Kadhafi. Absolument, ce n'est pas une vérité de kadhafiste. Et ce que nous disons là n'est pas le fruit, on ne s'est pas mis dans les petits papiers de kadhafistes revanchards pour, par plaisir, recracher ce qu'ils nous disaient. En 6 ans, on a essayé un peu de recouper tout ça, alors, y compris au sein même des anti-kadhafistes et du Conseil national de transition, qui était le gouvernement mis en place par, entre autres, Nicolas et surtout Nicolas Sarkozy en Libye. Eux-mêmes disent, notamment le chef des services secrets de l'époque dit, mais c'est la France qui a fait liquider Kadhafi parce que notamment il y avait des questions de financement. Et eux-mêmes vous confirment que financement il y a eu lieu et que cet argent a bien circulé et qu'il faudra qu'un jour que la France rende cet argent au peuple libyen. On va écouter Nicolas Sarkozy sur le plateau du Grand Journal. On est en 2012. Mediapart vient de publier ce que vous avez appelé la note Coussa. Pour vous, c'est quoi cette lettre? Mais c'est un montage. Quand vous pensez... D'abord, Mediapart est coutumier de mensonges. Et deuxièmement, vous attachez du crédit à l'entourage de M. Kadhafi. Madame, il y a cette lettre qui est brandie comme une preuve par Mediapart. Non, mais je vous demande juste de nous éclairer dessus. Mediapart, c'est quoi? C'est une officine. Vous le savez très bien. Au service de qui? De la gauche.
Alors, il est en meeting à Clermont-Ferrand, 28 avril 2012. Je l'ai dit, Fabrice Arfi, votre site Mediapart pour lequel vous travaillez, publie la note Koussa, c'est-à-dire un accord de principe du régime pour verser 50 millions d'euros depuis la Libye en soutien à la campagne de Nicolas Sarkozy en France en 2007. Koussa, c'est rien de moins que le chef des services secrets extérieurs, hein, évidemment. D'abord, silence assourdissant de Nicolas Sarkozy. Et ensuite, on lance la machine à disqualification et à démenti. Et ensuite, on vous attaque. Voilà, Nicolas Sarkozy, donc le président de la République, dépose plainte après 48 heures de silence, ce qui est assez rare pour Nicolas Sarkozy, a fortiori en période de campagne électorale, dépose plainte pour faux contre nous. Et après plus de 3 ans d'enquête, un nombre d'expertises techniques dont je ne savais même pas que certaines existaient, c'est-à-dire retrouver à partir d'un document numérique s'il est bien né d'un support papier, si le papier a bien vieilli, si l'encre est la bonne, s'il y a une cohérence, etc. Les témoignages d'énormément d'officiels français ont été entendus dans ce dossier, ont conclu à l'authenticité du document et ça s'est soldé pour Nicolas Sarkozy par un non-lieu. Un non-lieu, exactement. Donc rappelons qu'il a quand même fait appel de cette décision. Et la Chambre de l'instruction s'est réunie et nous attendons le jugement dans les semaines à venir. Mais enfin, vous pointez au passage que comme Nicolas Sarkozy porte plainte contre vous, lui, il parle d'un virement. Oui. Mais vous n'avez jamais parlé de virement, vous aviez parlé d'un accord de principe. Et en plus, il parle de 52 millions d'euros. Donc manifestement, il a des informations plus précises que les vôtres. Chapitre 38 de votre ouvrage, il est titré « Recettes à l'étouffée » où l'on comprend mieux certaines pudeurs, on va dire, de la presse sur l'affaire libyenne. Ce qui est très intéressant, Fabrice Arfi, c'est que vous allez pointer ce qui s'est passé au journal Le Point, ce qui s'est passé dans le groupe Lagardère, ce qui s'est passé au Figaro, ce qui s'est passé dans le site internet Bakchiche. Et quels que soient les démentis que vous apportent les patrons et les dirigeants de tous ces entreprises, vous publiez des écoutes judiciaires qui sont confondantes. On commence par Le Point ? Oui. On commence par Le Point. Alors, Le Point, puisque c'est une affaire que vous n'aviez pas encore racontée, eh bien, Le Point, ce sont 2 journalistes, Michel Desprax et Geoffrey Le Guichet, qui sont indépendants et qui proposent à Étienne Gernel, directeur du Point, de publier un long dossier validé, corrigé, mis en page, illustré par Étienne Gernel. La veille du bouclage, le sujet disparaît. De quoi s'agit-il ? Il s'agit alors, ça peut arriver qu'on décide de ne plus publier une enquête, sauf que là, elle était montée. Moi, j'ai vu l'enquête mise en page, elle était titrée, elle était même annoncée en une, qui était une interview un peu du diplomate préféré de Kadhafi, qui est aussi son cousin, qui est dans tous les petits papiers des plus grands secrets de ce régime éminemment corrupteur, et qui raconte, entre autres, la corruption de Nicolas Sarkozy. Et qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où le directeur du Point, qui est le successeur de François-Olivier Gisbert, annonce blême, disent les auteurs de l'enquête, que finalement il ne va pas publier, et bien on découvre qu'il y a des écoutes. Et dans ces écoutes, qu'est-ce qu'on découvre? C'est qu'il y a un coup de fil du cabinet de Nicolas Sarkozy à Étienne Gernel pour s'émouvoir de cette histoire. On découvre même à la faveur des écoutes que c'est Étienne Gernel lui-même, le directeur du Point, qui donne à l'attaché de presse de Nicolas Sarkozy les éléments de langage que celle-ci doit donner à ses propres journalistes. Voilà. Une inversion des rôles. Comment communiquer sur une affaire aussi embarrassante? Voilà. Et il dit, et nous on n'est pas Mediapart, on n'accuse pas sans preuve, etc. Citons Étienne Gernel, si tu veux, le truc, on n'en fait pas un truc, de toute façon c'est ridicule de monter un truc à partir de ça, il n'y a pas de preuve, il n'y a rien, nous on ne va pas la jouer comme un truc d'investigation. Voilà, et le papier est mis au rebut, à la poubelle, il ne sera jamais publié. Alors on peut appeler ça une censure, on peut appeler ça comme on veut, mais c'est très à l'image de ce que nous avons voulu raconter dans ce chapitre, Recettes à l'étouffée. Écoute, toujours très cordiale conversation et très nombreuse entre Alexandre Djouri, qui est vraiment l'intermédiaire clé de tout ce système, que j'ai dit aujourd'hui sans doute réfugié en Algérie ou caché quelque part, et de Hervé Gattegno, qui à l'époque était une plume de Vanity Fair, qui aujourd'hui est le patron du journal du dimanche. En 2013, 61 coups de téléphone sont pistés entre les deux hommes. Oui, alors les journalistes peuvent parler à qui ils veulent, évidemment, on ne parle pas qu'à des voix blanches. Ça s'appelle parler à sa source. Mais sauf que là, en l'occurrence, dans les écoutes, on découvre que la source, ça n'est pas l'intermédiaire, la source, c'est le journaliste, qui lui dit qu'il croit avoir identifié qui est derrière les écoutes, qui lui pose tant de tort. Le journaliste qui bataille férocement dans la presse pour dire que cette histoire n'existe pas, allant même jusqu'à donner du crédit à des témoins qui est d'ailleurs le seul témoin sur lequel Nicolas Sarkozy se repose dans l'enquête judiciaire qu'il avait diligentée contre nous, qui raconte n'importe quoi, qui ment éhontément. Donc on est dans des... C'est-à-dire Hervé Gattegno va publier dans Vanity Fair, grâce à l'aide d'Alexandre Djouri, une longue interview de Béchir Saleh. De Béchir Saleh, ce fameux témoin qui dément tout soupçon de corruption, tout soupçon de financement. Voilà, aujourd'hui, Béchir Saleh a dit
dit au journal Le Monde qu'il finalement il croit plus Kadhafi que Sarkozy sur le financement, mais lui il ne veut pas s'auto-incriminer dans le dossier. Si vous voulez, cette histoire vue du point de vue médiatique, pour moi relève d'une stratégie comme elle a existé du point de vue politique et judiciaire. Je m'explique. Nicolas Sarkozy, qui est un homme excessivement puissant, qui l'est toujours et qui l'a été évidemment quand il était au fait de sa gloire présidentielle, face à cette affaire qui, disons-le très nettement, est la plus grave de la Ve République et probablement des précédentes, a tout fait pour, d'abord, côté judiciaire, comploter contre la magistrature et les policiers pour les empêcher d'enquêter. Alors, c'est pas Nicolas Sarkozy, c'est Paul Bismuth qui a fait ça. Bon. Ensuite, son pseudo. Son avatar, un peu comme dans The Wire. Ensuite, nous avons un Nicolas Sarkozy et son réseau qui fait tout pour circonscrire les témoins qui peuvent parler dans ce dossier. Nous racontons dans le livre comment il fait pression sur le chef des services secrets pour savoir ce qu'il sait sur tel témoin, qu'est-ce qu'on peut l'empêcher de dire, comment agir, etc. C'est là où ça prend des allures de thriller. Mais justement, quand vous dites il a appliqué les mêmes méthodes à la presse, il s'est adressé à Ramzi Kiroun, porte-parole de son ami Arnaud Lagardère, énorme, son frère de cœur, on va dire. Et là aussi, vous reproduisez les écoutes, des conversations nombreuses et là aussi très amicales entre Ramzi Kiroun et toujours ce fameux intermédiaire Alexandre Djouri. Je rappelle néanmoins que vous publiez votre livre chez Fayard, que Fayard appartient au groupe Lagardère, que manifestement ça n'a posé aucun problème. Alors que Ramzi Kiroun a fait sauter des papiers dans Paris Match. Pas le moindre. Et si ça avait dû poser le moindre problème, vous me connaissez, je serais parti avec le manuscrit, avec Karl Lasky, on serait parti avec le manuscrit. Donc là, on n'a pas cherché à vous bâillonner, ni cherché à vous étouffer. Zéro, rien. Voilà. Donc on peut quand même incriminer des patrons de presse, il n'empêche qu'ils vous laissent faire ça. Ah bah ça, bien sûr, mais je réponds de Fayard et du livre. Après, Hervé Gattegno, Ramzi Kiroun, Étienne Gernel, Le Point, c'est à eux de répondre de ce qu'ils font. Moi, je documente des faits que je mets sur la table et nous en parlons. Écoute aussi avec Rudy Roussillon, le monsieur média du groupe de Serge Dassault, propriétaire du Figaro, où là, on voit carrément Alexandre Djouri demander un édito sur mesure. Voilà. On lui dit oui, pas de problème, et demander carrément qu'il lui soit écrit par Yves Tréhard, voilà, les plumes du Figaro. Je vais te trouver, bien sûr. Mais cette affaire n'existe pas, mais bien sûr, tu as raison, nous allons trouver. Et c'est vrai que le Figaro a jamais été, d'un point de vue éditorial, très diligent sur ce dossier et a plutôt fait toujours parade pour dire que cette histoire, évidemment, n'existe pas, parce que dans cette affaire, comme dans d'autres, mais surtout dans celle-là, dans certains médias un peu trop proches de ce pouvoir-là ou de ces affinités-là, on n'est plus dans le domaine du factuel, on est dans le domaine de la croyance. Alors, on nous dit, j'y crois pas. Voilà. Mais nous, c'est pas une religion, cette affaire. Ce sont des faits documentés. Avec les compliments du guide